Merci, bonjour. J'ai la lourde tâche de conclure ce symposium en essayant d'apporter une conjonction d'un certain nombre d'éléments qui ont été dits à la fois ce matin et à l'occasion de ce symposium. Et tout particulièrement sur les aspects des nouvelles technologies, comment elles peuvent répondre à renforcer ou stabiliser, équilibrer cette relation médecin-malade dont on imagine qu'elle va être modifiée par un certain nombre d'éléments, à commencer par des éléments conjoncturels, notamment, et je ne vous l'apprends pas, la baisse de la démographie médicale associée à l'augmentation de la file active des patients, du vieillissement de la population, et qui, naturellement, donc cette double transition démographique, impacte sur la relation médecin-patient. D'un autre côté, et c'est un bienfait pour les patients, l'arrivée de traitements pointus, hélas souvent plus chers, font en sorte que, nécessairement, le patient devient responsabilisé, voire associé, pour ne pas dire copilote, dans la gestion de cette maladie. L'avènement des technologies numériques sont beaucoup questionnées, challengées autour de cette relation médecin-patient, et l'idée c'est de savoir effectivement si elles peuvent contribuer, comme je le disais, à équilibrer et pourquoi pas à la renforcer. Cela dit, notre système de santé, un peu particulier par rapport à des pays comme les États-Unis, a pour vertu d'être égalitaire, universel, et quand on parle de technologie numérique, il faut quand même s'assurer qu'une bonne partie de la population ait accès à cela. Alors, un petit très court sondage, je voulais juste savoir parmi vous, même si vous n'êtes pas forcément représentatif de la population française, combien ici, à main levée, ont un téléphone portable? D'accord, 90%. Et un smartphone? Un tout petit peu moins. En fait, dans un sondage récemment paru par le CECIM en septembre 2013, les spécialistes, médecins spécialistes, étaient 78% à déclarer qu'ils avaient un smartphone, donc ce qui est déjà considérable. Donc on peut d'ores et déjà dire que les médecins sont connectés, et même sont connectés par le mobile. C'est intéressant de le mettre en parallèle avec l'explosion au niveau de la population, ce sont des données françaises, des smartphones et plus récemment donc des tablettes. Il s'en est vendu l'année dernière 15 millions de smartphones sur le marché professionnel et privé et 6 millions de tablettes. Et effectivement, l'Internet aujourd'hui est une réalité en France, de plus en plus mobile et concernant de plus en plus de gens. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu les taux d'équipement, d'abord au niveau informatique, on voit que sur le graphique de gauche, environ 80%, voire 90% des moins de 55 ans aujourd'hui ont accès à un ordinateur et que la population des 55-75 ans augmente régulièrement aujourd'hui à peu près 50%. De l'autre côté, à droite, vous avez le pourcentage de la population disposant d'un ordinateur et utilisant Internet, et on a regardé les connexions, enfin pas nous, mais les Nations Unies, on regardait les connexions hebdomadaires depuis la France, et vous voyez qu'on est à peu près à 80% de connexions hebdomadaires pour les moins de 55 ans, et environ 50% pour les plus de 55 ans, et avec ce marché qui ne cesse de progresser, vous voyez qu'effectivement, il pourrait y avoir dans les prochaines années un rattrapage par cette population des plus de 55 ans. Alors la presse ne nous a pas attendu pour relayer cette information. Évidemment, les médecins que vous êtes, les infirmières que vous êtes, les professionnels de santé au sens large, utilisent déjà Internet et Google pour ne pas le nommer. Dans la littérature, la presse quotidienne, on nous apprend que l'e-santé ne fait déjà plus peur aux Français et qu'ils sont prêts à l'utiliser pour mieux appréhender leur santé. Alors, comme j'ai dit que effectivement, ces technologies numériques, donc l'e-santé, devenaient de plus en plus mobiles. On parle aujourd'hui de m-santé, et en fait, en anglais, e-health et m-health, et ce sont ici les requêtes sur Internet. On voit qu'elles augmentent progressivement. De façon assez intéressante, on s'est intéressé aux requêtes sur le terme polyarthrite rhumatoïde, avec une explosion depuis 2011. Et donc, les médecins et les patients établissent de plus en plus des requêtes sur Google. J'espère qu'on y est un peu responsable pour quelque chose, vous verrez après. Cela dit, lorsque l'on parle de ces requêtes sur Google, on vient de montrer, ou en tout cas d'avoir des éléments qui tentent à montrer que les médecins sont sur Internet, les patients sont sur Internet, mais la grande question est, se rencontrent-ils? Et s'ils se rencontrent sur Internet, comment cela modifie la relation médecin-patient? Alors,
Aujourd'hui, en tout cas, les gens qui s'occupent de cette question, de l'arrivée d'Internet et de la modification de ces rapports-là, nous disent qu'effectivement, on est en train de connaître une période de transition où l'on passe d'un modèle de médecine dite paternaliste, au sens très positif du terme, évidemment, vers un modèle délibératif, de plus en plus inclusif, et qui va combiner ce qu'on appelle la P4 Medicine, la prédiction, la prévention, la personnalisation et la participation de plus en plus active du patient. N'ayez pas peur, votre rôle va grandir et s'en va retrouver renforcé avec cette évolution de la P4 Medicine. Et effectivement, cette P4 Medicine qui arrive, dont on en est aujourd'hui au balbutiement, va changer ou est en train de changer le statut du médecin puisque vous êtes, et des infirmières, puisque vous êtes déjà sur Internet, en passant d'un statut du médecin traditionnel à un statut du e-médecin, plus accessible, plus informé, qui échange beaucoup plus avec ses pairs et qui, s'il est toujours un médecin prescripteur, évidemment, est aujourd'hui s'inscrit dans une relation partenariale avec un e-patient ou une e-patient que l'on va voir. Alors ce changement de statut ne se fait pas évidemment sans frein, sans barrière, il y a des questions qui se posent et il faut savoir accompagner effectivement le médecin ou le professionnel de santé au sens large pour essayer de combattre ces peurs et ces croyances qui, si elles existent, comme nous en a parlé Dr Gossec tout à l'heure, chez les patients, il y en a exactement qui existent également chez les médecins et des croyances ou des craintes qui parfois sont erronées. Et il nous appartient effectivement de les accompagner dans cette démarche. Je le disais tout à l'heure, le patient, donc lui aussi ou elle aussi, donc avec l'utilisation de ces technologies numériques, se transforme en e-patiente avec un rôle de plus en plus important, de plus en plus participatif, en s'inscrivant dans une démarche vraiment partenariale du soin. Alors c'était déjà le cas, puisque nous sommes dans un forum dédié à l'éducation thérapeutique. Évidemment, ça n'a pas prétention à faire en sorte que seul l'Internet ou les technologies numériques étaient responsables de la mise en place de cette relation partenariale, mais c'est une continuité ou une complémentarité de toutes les actions que vous avez au quotidien. Le patient, également, lui aussi, de son côté, avec ce changement de statut ou cette appréhension de ces nouvelles technologies, a lui aussi à faire face à un certain nombre de craintes, de croyances ou de peurs, et il faut, lui aussi ou elle aussi, l'accompagner dans ces craintes qui sont parfois erronées, parfois infondées et parfois même dangereuses lorsqu'il s'agit d'aller trouver des réponses auprès de gens qui ne sont pas forcément qualifiés. Aussi, cette migration à la fois des médecins et des patients sur l'Internet fait en sorte qu'ils se rencontrent et viennent avec leurs peurs et croyances de leur côté. Et il s'agit de faire en sorte qu'ils utilisent de façon optimale ces outils ou que nous puissions mettre en œuvre des outils qui permettent de préserver ou de rééquilibrer cette relation médecin-patient qui, par ailleurs, comme je l'avais dit dans des éléments contextuels au début, s'en trouve dans une complexité, faire en sorte qu'effectivement, qu'il n'y ait pas de mésusage ou d'attente inconsidérée sur ces outils, mais vraiment de les accompagner dans une meilleure utilisation, une bonne utilisation. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, comme nombre d'entre vous nous l'ont rappelé ce matin, le médecin qui était placé comme un interlocuteur immédiat, unique, aujourd'hui se retrouve placé après le prisme d'Internet et son rôle va être justement non pas d'écarter cet Internet-là ou ces technologies numériques au sens large, mais bien au contraire d'accompagner le patient à mieux appréhender cette révolution numérique. Donc nous sommes vraiment au tout début à faire en sorte qu'il puisse s'engager avec lui, s'éduquer à ces technologies, voire s'équiper. Ce matin, le docteur Jacques Lucas du CNOM nous parlait de l'Internet 1.0. Après, le professeur Berenbaum nous parlait donc de l'Internet 2.0. Ici, effectivement, on voit apparaître un médecin 1.0 qui laisse entrevoir un rôle très important du médecin dans le futur avec l'arrivée de nouvelles formes de relations médecin-patient avec la biotechnologie,
avec les nanotechnologies, avec les sciences cognitives et avec l'informatique. Il est clair que seul un professionnel qui sera capable de faire la synthèse pourra accompagner les patients vers cette nouvelle forme de médecine que l'on va connaître dans quelques années. Alors, depuis quelque temps déjà, je m'intéresse avec mes collaborateurs et associés à cela et comment nous pouvons contribuer à vous accompagner dans ce mouvement-là. Et depuis 2008, on a essayé de réfléchir à une solution de e-santé qui pouvait être à la fois inclusive et à la fois accompagner ces mouvements de transformation. Cela dit, il n'y a pas d'outil qui marche sans une construction collaborative paix à son âme, comme disait Nelson Mandela, ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous, là encore, il serait contre-productif de ne pas associer les partenaires du soin, que sont les médecins, les infirmières, les patients, dans une dynamique collective afin de produire un vrai service aux patients et d'associer les patients, évidemment. Ce service, pour certains d'entre vous le connaissent déjà, c'est la plateforme Sanoya. J'ai eu l'occasion pour certains d'aller le présenter dans certains de vos services et j'espère prochainement dans ceux dans lesquels j'ai pas eu le plaisir de visiter. Cette plateforme, elle est gratuite pour le médecin et pour le patient. Elle est complètement sécurisée, anonyme et elle permet d'apporter des bénéfices aux patients, aux médecins, aux chercheurs à travers un consentement d'utilisation de ces données et puis j'espère peut-être un jour d'être contributif au système de santé. Nos fondamentaux, ce qui distingue cette démarche de mise en place de cet outil, c'est très tôt, très en amont, vraiment dans nos gènes, d'avoir pris en compte la question de la sécurité et du respect de la vie privée qui fait aujourd'hui de nous, je pense, les pionniers en France de cette question-là, et en même temps de réfléchir, puisque la recherche est fortement ancrée dans nos gènes, d'essayer d'apporter aux différents acteurs de la recherche en France, qu'ils soient privés ou publics, des données ou de conduire des études avec eux. L'une des premières réalisations positives vers lesquelles nous sommes allés, et j'en remercie la Société française de rhumatologie ainsi que l'ANDAR, et nos partenaires industriels UCB et Nordic Pharma, ça a été de créer une fiche dédiée à la polyarthrite rhumatoïde en 2012. Mais nous ne nous arrêterons pas là, évidemment. L'idée, c'est d'inclure et de s'ouvrir au rhumatisme inflammatoire chronique plus largement, et en 2014, de pouvoir continuer ce travail de fiche spécialisée avec le rhumatisme psoriasique ou la spondyloarthrite ankylosante avec d'autres industriels. Et puis, pour augmenter l'expérience utilisateur, on pourra voir ça à l'occasion de questions si vous le souhaitez, nous avons réussi à connecter un premier objet intelligent, donc un smart device, dans notre système, tout en préservant notre architecture informatique et en faisant que notre système, même s'il a connecté cet outil-là, reste respectueux de la vie privée et fait en sorte que les données mises par le patient ne remontent pas chez cet industriel d'objets connectés, Withings pour ne pas le nommer. De façon intéressante, en 2012, une étude, pourquoi petite, réalisée sur 30 patients PR, auxquels on avait présenté brièvement Sanoya, avait montré que, effectivement, après une courte présentation, ils y voyaient un intérêt pour près des 2/3 d'entre eux, et cet intérêt se manifestait par le fait que près des 3/4 pensaient qu'un site comme celui-ci, celui-là ou un autre, pouvait effectivement les aider à faire avancer leurs connaissances sur la pathologie, à les aider à mieux prendre en charge le suivi de leur pathologie pour 2/3 d'entre eux, et tout en faisant en sorte de ne pas trop perturber le rapport qu'ils avaient avec la maladie pour seulement 1/3 d'entre eux. Cela dit, une étude qualitative, c'est intéressant, mais on parle de santé et l'arrivée d'un outil pour qu'il puisse être contributif au système, au parcours de soins, doit être validée avec une méthodologie scientifique comme vous avez l'habitude de la pratiquer tous les jours. Aussi, nous avons cherché à valider cet outil et dès 2011, nous avons, avec notre partenaire industriel que j'ai cité, UCB, mis en place une étude sur 3 bras qui visait à démontrer que les patients étaient tout à fait capables de rapporter leurs données de santé
de façon très juste comparée à ce que l'on trouvait dans le dossier médical de leur médecin. Et après un an de communication à travers les associations de patients, à travers les médecins, on a pu montrer qu'à la SFR 2012, que le profil des patients qui utilisaient Sanoia était tout à fait représentatif d'une étude de référence qui date de 2006, l'étude Opal, et qu'il n'y avait pas de barrière particulière à l'utilisation d'un tel outil. Cela dit, il faut aller encore plus loin, parce que montrer que les patients sont capables de saisir correctement ou qu'il n'y a pas de frein à l'utilisation de cet outil, c'est une chose. Montrer qu'il est utile et qu'il impacte positivement la relation médecin-patient en est une autre. C'est pourquoi, encore une fois, UCB, avec en coordonnateur le docteur Lorgosek, que je remercie, a conçu avec nous une étude, le copilotage et autosuivi en rhumatologie avec Internet, l'étude Carnet, qui vise à essayer de montrer l'impact sur l'efficacité de la relation médecin-patient. C'est une étude qui sera faite sur 11 centres, avec 330 patients sur 2 bras, dont l'objectif principal, je le disais, est de mesurer l'impact de ce service-là sur l'efficacité des échanges en utilisant un questionnaire validé dans la littérature médicale à travers sa traduction en français. Alors, c'est un secret pour personne, les validations réglementaires en France étant ce qu'elles sont, et la durée de la mise en place des études cliniques étant un peu longue. Cela dit, on a voulu prendre le temps de faire les choses, et donc entre fin 2013 et mi-2014, on a conçu cette étude et passé les étapes de validation réglementaire d'obtention d'autorisation. À partir de mi-2014, plus ou moins à la même époque où devrait démarrer Époque, même si cela n'a rien à voir, Carnet devrait démarrer, c'est dire le travail que va avoir Lorgosek, et ça va durer à peu près un an, jusqu'à à peu près la fin 2015, pour lequel nous attendons des résultats que nous espérons évidemment positifs. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'avoir des outils digitaux ou numériques, c'est bien, mais ça n'a d'intérêt que si c'est inclusif, que si c'est participatif. Et avec cet exemple Sanoia français, parce que je suis assez content que l'on puisse citer Patients Like Me, mais il faut pouvoir quand même de temps en temps dire que l'on fait des choses en France qui sont tout à fait acceptables. J'espère qu'on pourra vous accompagner dans votre démarche d'ETP en vous fournissant des outils complémentaires à ceux que vous avez déjà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très innovante. Y a-t-il des questions par rapport à cette présentation, des remarques que vous aimeriez soulever? Moi, ce matin, j'avais cité un site américain particulièrement connu par les anglo-saxons qui s'appelle Patients Like Me, qui va permettre pas mal de choses, y compris dans le domaine de la recherche clinique, probablement. Je me posais la question à savoir, là, c'est une plateforme qui est donc française, peut-être qui s'en rapproche un peu. En tout cas, est-ce que c'est ma première question, est-ce que c'est un objectif un petit peu comparable? Et si oui, comment vous voyez un petit peu l'internationalisation de ça parmi les autres pays européens pour que justement il y ait une certaine homogénéité après de collection des données? Alors, je vous remercie pour cette question. Alors, tout d'abord, Patients Like Me, c'est assez intéressant. Il y a 2 ou 3 jours, vient de lancer sur Internet, à travers son cofondateur, Jamie Haywood, presque larmoyant, en suppliant les gens qui s'étaient inscrits sur Patients Like Me d'accepter de partager les données avec les chercheurs. Pourquoi? Parce que Patients Like Me, au départ, ce sont des gens qui, tout au départ, les premières communautés, c'était des patients cancéreux qui étaient souvent dans les stades terminaux et qui disaient que voilà les traitements que j'ai pris, voilà ce que j'ai fait, et en toute transparence par rapport à l'identité. Seulement voilà, la NSA est passée par là, l'affaire Snowden est passée par là, et progressivement, les gens ont de moins en moins accepté ou affiché leur identité sur Patients Like Me, et aujourd'hui, Patients Like Me plateaute et a du mal à recruter. Nous avions, de façon complètement folle au départ, les gens nous ont pris vraiment pour des fous en disant on va faire de l'anonymat natif, et puis on verra comment on peut avancer. Et les seuls qui nous ont pas pris pour des fous, c'est la CNIL, figurez-vous, puisqu'on a essayé de travailler avec eux pour produire quelque chose. Alors,
sur l'internalisation, pour répondre très spécifiquement, la fiche Fanoia est déjà traduite en 4 langues pour les patients qui vont à l'étranger, donc en allemand, en anglais, en italien et en espagnol, et on espère évidemment développer d'autres langues. Vos collègues de la gastro-entérologie nous ont sollicité, alors il n'y a rien de fait pour l'instant, mais pour essayer de voir comment on pouvait répondre à une étude européenne sur 20 000 patients, 500 centres recruteurs et 12 pays européens. Donc vous voyez que déjà on imagine ces choses-là. Et plus récemment, avec des programmes internationaux de financement européen, Horizon 2020 pour ne pas le nommer, nous nous sommes inscrits dans cette dynamique pour voir comment nous pouvions apporter, inscrire Fanoia dans quelque chose de plus international. Y a-t-il d'autres questions? Non, écoutez, je pense qu'on est juste à l'heure, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie particulièrement les orateurs pour leur présentation qui était vraiment passionnante. Remercie également les laboratoires UCB pour avoir justement permis ce symposium et tout l'auditoire qui s'est manifesté par ces questions. Merci.